guerre du Vietnam bat son plein. Un campement des forces spéciales américaines est envahi. 8 bérets verts sont pris au piège dans un bunker souterrain. Seuls leurs coéquipiers peuvent les sauver. Le petit groupe de soldats élabore une audacieuse opération de sauvetage. Ils devront faire preuve de patience, d'astuce et de courage pour déjouer des troupes ennemies plus nombreuses et mieux armées qu'eux. La vie de 8 hommes en dépend. En cette ère de violence, des 4 coins du globe, une nouvelle race de guerriers naît. Armés jusqu'aux dents et ayant subi une formation sans pareille, ces hommes d'exception, triés sur le volet, doivent remplir des missions secrètes où leur vie est souvent en jeu. Voici les dangereuses missions spéciales de ces commandos. Le 31 janvier 1968, le Vietnam du Nord viole la trêve imposée pour les célébrations du Tet, le Nouvel An vietnamien. L'armée nord-vietnamienne, l'ANV, lance des attaques contre plusieurs provinces et villes importantes du Vietnam du Sud. À Saigon, l'ambassade américaine tombe entre les mains de l'ANV en moins de 24 heures. Juste au sud de la zone démilitarisée, la base de Marines américains de Khe Sanh est pilonnée par l'artillerie nord-vietnamienne. Les fusiliers de l'ANV réussissent à toucher un dépôt de munitions. L'explosion pulvérise la quasi-totalité des réserves de la base. Le président Lyndon Johnson refuse d'abandonner ce point stratégique. Si l'ANV s'empare de Khe Sanh, ils pourront traverser la zone démilitarisée et poursuivre leur incursion jusque dans les régions peuplées de la côte sud-vietnamienne. Les 6600 Marines en poste à Khe Sanh reçoivent l'ordre du président de se préparer à l'une des plus importantes batailles de cette guerre. Le petit camp de Lang Ve se trouve sur la route de l'armée nord-vietnamienne. Les bérets verts qui s'y trouvent entraînent 400 Sud-Vietnamiens pour mener des opérations clandestines. Franklin Dooms est alors opérateur radio à Lang Ve. Nous devions former autant de soldats que nécessaire. On a commencé par entraîner une dizaine d'hommes et fini par en entraîner des milliers. Les bérets verts combattent aux côtés des soldats sud-vietnamiens de la garde de la défense civile irrégulière. Les soldats sud-vietnamiens défendent leurs terres et leurs familles contre l'ANV. Le jour, les bérets verts enseignent aux soldats sud-vietnamiens les règles de l'art du combat moderne. La nuit, ils patrouillent en territoire ennemi. Nous devions surveiller la frontière entre le Vietnam du Nord et le Laos et informer les autorités concernées de toute infiltration nord-vietnamienne. Le danger guette les patrouilleurs à tout moment. Ils risquent la capture quand ce n'est pas la mort. Le sergent Richard Allen était alors médecin en poste à Lang Ve. Chaque jour, nos patrouilles rencontraient des troupes nord-vietnamiennes. Elles étaient partout. Pas un jour ne passait sans qu'il y ait un affrontement avec l'ANV. L'importance stratégique de la base et la nature clandestine de ces opérations font de Lang Ve une cible prioritaire pour l'ennemi. Le lieutenant Paul Longrear y a été posté à 2 reprises. Lang Ve était reconnu pour ses missions de reconnaissance en territoire secret ennemi. L'ANV tenait à éliminer cette menace. L'offensive du Tet s'intensifie. Les troupes de l'ANV convergent sur Khe Sanh.
La fragilité de la base de Langvey inquiète de plus en plus le sergent-chef Dennis Thompson. En examinant les cartes, on remarque les bases de Khe Sanh, puis Hill 861, Hill 881, nord et sud, et finalement Langvey. Elles sont indiquées en bleu et les positions ennemies sont en rouge. Seuls quelques petits points bleus étaient noyés dans cette mer de rouge. Dans l'éventualité d'une attaque, la base de Khe Sanh a la charge de porter secours au camp de Langvey. Mais Khe Sanh est déjà menacée. 20 000 soldats ennemis s'apprêtent à envahir la base. Le camp de Langvey est sur le pied d'alerte. Le sergent Thompson patrouille le secteur avec des soldats sud-vietnamiens. Dans les eaux de la rivière Haiphong, située à quelques kilomètres du camp, ils font une découverte qui changera le cours de la guerre. Nous avons remarqué des ponts sous-marins à environ 15 cm sous la surface de l'eau. Ils étaient faits de roches empilées, mais ils étaient assez solides pour permettre à des véhicules lourds de traverser. Thompson se met à la recherche de traces. Il veut découvrir quel véhicule emprunte ce pont. Sur la rive, il remarque des empreintes laissées par un char d'assaut. Cette constatation est lourde de sens. Si des chars d'assaut viennent dans ce secteur, Langvey sera certainement ciblé. Le camp n'est pas équipé pour faire face à une attaque blindée. À son retour à l'aube, le sergent Thompson se rend immédiatement au centre d'opération tactique. Il est installé dans un bunker souterrain. Il informe le commandant de camp de sa découverte. La nouvelle surprend son supérieur, le capitaine Frank Willoughby. En 20 ans de conflit, les Nord-Vietnamiens n'ont jamais fait usage de chars d'assaut. Un bataillon de Laotiens alliés arrive au petit avant-poste de Old Langvey, au pied de la colline. L'adjudant Eugene Ashley et le sergent Richard Allen, deux médecins des Bérets Verts, dirigent le camp. Ils assurent aussi les soins médicaux des soldats. Les nouvelles qu'apportent les Laotiens confirment les craintes des Bérets Verts. J'ai demandé aux Laotiens pourquoi ils étaient venus ici. Ils m'ont répondu qu'ils avaient été vaincus par l'ANV et que ces derniers avaient des chars d'assaut. Leurs vêtements et leurs armes étaient encore intacts. Aucun d'entre eux n'était blessé, pas même légèrement. Ils ne donnaient pas l'impression de s'être battus très longtemps. Ils ont répété que les Nord-Vietnamiens étaient nombreux et qu'ils avaient plusieurs chars. Un commandant des forces spéciales posté à Da Nang, le colonel Daniel Shango, est envoyé à Langvey afin d'évaluer la situation. Selon le lieutenant Miles Wilkins, le camp ne pouvait repousser une invasion de blindés. Notre base était protégée par des barbelés rasoirs et des mines directionnelles Claymore. Rien de cela ne pouvait arrêter un véhicule à chenilles de ce gabarit. Un char d'assaut pouvait passer par-dessus sans le moindre problème. Le capitaine Willoughby fait parachuter 100 armes légères anti-chars à Langvey. Les M72 sont des lance-roquettes expérimentaux. Tenues à l'épaule, ces armes portatives et jetables sont conçues pour tirer un seul obus. Les Bérets Verts espèrent que ces lance-roquettes tiendront tête aux chars de l'ANV. L'invasion nord-vietnamienne se poursuit et menace d'engloutir Langvey sur son passage. Les Bérets Verts sont en état d'alerte. Dans la nuit du 6 février, les fusées éclairantes disposées autour du camp sont déclenchées. Un grondement inquiétant capte l'attention du capitaine Willoughby et du lieutenant Wilkins. Le sol se met soudainement à trembler. Les Bérets Verts sont attaqués.
J'ignorais ce qui se passait, mais nous pouvions voir des projecteurs dans les bois, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. L'ANV avance à un rythme effarant derrière des chars d'assaut soviétiques. D'habitude, les Nord-Vietnamiens ont plutôt recours à des tactiques de combat de brousse. La fusillade sonne l'alerte à l'avant-poste de Old Lang Vey. Les sergents Ashley et Allen se mettent en position. Malgré les 2 kilomètres qui les séparent, ils voient que le camp est en difficulté. On entendait les cris de douleur des soldats, enterrés aussitôt par le bruit des canons et des déflagrations. C'était l'enfer, comme celui de Dante. Dans le bunker, les hommes s'arment de M72. Les blindés envahissent le camp. Le lieutenant Longrear vise l'un des chars avec un M72, mais il constate qu'il ne fonctionne pas. Il craint que les lance-roquettes n'aient été endommagées lors du parachutage. Seules ces armes peuvent leur permettre de contrer l'assaut de l'ANV. Finalement, le 3e lance-roquette qu'il utilise fait feu. On pouvait littéralement voir la trajectoire de l'obus se dirigeant vers le char dans un long sifflement. Mais la roquette a simplement ricoché sur le blindage et elle est partie dans les airs. Nous nous sommes regardés et nous avons compris que nous étions dans le pétrin. J'avais visé la cabine de pilotage. Le char s'est alors arrêté et la tourelle a pivoté dans notre direction. Il était temps de sortir du bunker. Les sergents Ashley et Allen assistent impuissants à l'évasion. Les soldats de la base de Lang Vey doivent obtenir des renforts au plus vite. Le 6 février 1968, des chars d'assaut ennemis attaquent le camp américain de Lang Vey, situé à la frontière nord-est du Vietnam. Franklin Dooms demande des renforts à la base de Marines de Khe Sanh. Le nom de code de Khe Sanh est Jacksonville. Il demande à la base de Khe Sanh de lancer des fusées éclairantes afin de pouvoir repérer les chars d'assaut. J'ai signalé la présence de blindés ennemis dans le camp et j'ai demandé d'éclairer le secteur. La communication a alors été interrompue. J'ignore pendant combien de temps. Ils m'ont demandé de décrire les véhicules. Je ne savais trop quoi dire. J'ai répété qu'il s'agissait de chars d'assaut et que nous avions besoin d'éclairage. Je pense que Khe Sanh ne nous croyait pas. Au même moment, Khe Sanh est victime de l'une des plus importantes offensives ennemies de la guerre. 3 divisions d'artillerie de l'ANV pilonnent la base jour et nuit. Jusqu'à ce jour, personne n'a vu les Nord-Vietnamiens utiliser des chars d'assaut. Il est plutôt étrange qu'ils s'en servent maintenant pour s'emparer d'un petit camp. Les hommes de Lang Vey ont sous-estimé l'ampleur de l'attaque. Nous étions convaincus qu'il serait facile de repousser l'attaque à l'aide des lance-roquettes. Nous pensions qu'il y aurait 2 ou 3 chars d'assaut tout au plus. 11 blindés nord-vietnamiens écrasent les défenses extérieures du camp. Les M72 sont défectueux. Il est impossible d'arrêter l'envahisseur.
Ils étaient beaucoup trop nombreux. Les blindés avaient pénétré dans le camp. D'autres soldats arrivaient par l'arrière en faisant feu sur nous. Et nous n'avions pas l'armement nécessaire pour nous défendre. Les soldats nord-vietnamiens s'emparent rapidement de la base. Des bérets verts sont abattus, d'autres sont faits prisonniers. Les troupes sud-vietnamiennes sont décimées à un rythme affolant. 8 bérets verts et quelques sud-vietnamiens se réfugient dans le bunker souterrain. Ils seront à l'abri, du moins pour le moment. À l'intérieur, le capitaine Willoughby et ses hommes tentent de s'organiser. Pendant ce temps, dehors, le lieutenant Wilkins et le colonel Shangle montent la garde. Le colonel est arrivé au camp quelques jours plus tôt pour annoncer la présence de blindés dans le secteur. C'est maintenant fait. Les lance-roquettes ne fonctionnent toujours pas. Les hommes doivent utiliser leurs grenades. La grenade que j'ai lancée a explosé près de la chenille. Le char n'a pas été endommagé, mais le pilote semblait plutôt agacé. Shangle et Wilkins sont à la merci du blindé. Le char lance un obus de 76 mm qui pulvérise la façade du bunker. Shangle et Wilkins sont touchés. Le char d'assaut poursuit sa route, à la recherche de nouvelles cibles. Les deux hommes se relèvent parmi les débris. Des barils remplis de pierres les ont sauvés d'une mort certaine. Persuadés que les soldats enfermés dans le bunker ont péri dans l'explosion, Shangle et Wilkins partent à la recherche d'un abri. Peu de temps après, le sergent Thompson et ses hommes essaient de traverser le camp. L'entrée du bunker a été démolie. C'était terrible. On aurait dit une crypte. Il y avait de la fumée partout. Je n'aurais pas voulu être à l'intérieur. Thompson et ses hommes poursuivent leur progression, persuadés que les commandants du camp sont tous morts. 8 bérets verts et un groupe de soldats sud-vietnamiens sont prisonniers du bunker enseveli. L'ANV revient terminer son travail de démolition. À l'aide d'un char d'assaut, l'ennemi tente de faire céder le plafond du refuge souterrain. Le bunker a été conçu pour résister aux rafales d'artillerie, mais il est impossible de savoir s'il résistera aux charges répétées d'un blindé. L'antenne radio est écrasée. Les soldats piégés à l'intérieur du bunker ne peuvent plus communiquer avec la base de Khe Sanh. Ils sont désormais coupés du reste du monde. Quand le sergent Thompson apprend que ses hommes sont bloqués dans le bunker, il prépare les soldats sud-vietnamiens à une contre-attaque. Il y avait un groupe à l'avant-poste et d'autres hommes étaient piégés sous terre. Nous étions coincés entre les deux, à l'intérieur du camp. Et nous devions nous débrouiller seuls. Ils s'engagent dans l'assaut des blindés et lancent 4 roquettes à bout portant. Le char d'assaut poursuit sa route. Au 5e tir, le blindage du char cède enfin. Même si nous travaillions ensemble et que nous y mettions toutes nos énergies, les ressources manquaient. Le sergent et ses hommes battent en retraite et se réorganisent. Ils sont en trop petit nombre pour affronter l'ANV. Des hommes sont toujours prisonniers du bunker.
Willoughby demande au sergent Early et au spécialiste James Morland d'utiliser une mitraillette de calibre 50. Les deux bérets verts sont alors touchés. Morland est blessé à la tête et le sergent Early peut à peine marcher. Dans le bunker, les fournitures médicales sont limitées et il est impossible d'évacuer les deux blessés. Ils devront tenir jusqu'au matin. Je me suis dit que la bataille était terminée. Nous avions souffert, mais le lendemain, nos avions viendraient bombarder l'ANV et ils n'auraient pas d'autre choix que de partir. Il nous fallait juste tenir bon et attendre. Les bérets verts installent la mitrailleuse au bas des marches et la pointent en direction de l'unique entrée du bunker. Malheureusement, l'ANV semble déterminée à les achever. Le commandant du bataillon, le lieutenant Min, ordonne à ses troupes de lancer des grenades incendiaires dans le bunker. Les grenades incendiaires produisent une chaleur insoutenable. Elles peuvent même traverser un moteur de part en part, tant elles sont brûlantes. Le feu fait rage dans le petit bunker. Les bérets verts mettent le plan d'urgence en branle. Ils brûlent les documents secrets et l'équipement de codage. Il n'y a pas que des vies qui sont en jeu. Il aurait été désastreux qu'ils mettent la main sur la liste de nos agents doubles. Cela aurait mis en péril la vie de ces villageois qui nous donnaient de l'information. Ils les auraient retracés et les auraient aussitôt assassinés. À la lumière des flammes, le lieutenant Longrear tente d'aider les blessés du mieux qu'il peut. À défaut d'équipement médical, il peut au moins atténuer leur souffrance. Au Vietnam, le camp de Lang V fourmille de soldats nord-vietnamiens. Le colonel Shangle et le lieutenant Wilkins se sont abrités sous l'infirmerie. Ils ne peuvent rien pour les hommes prisonniers du bunker. Juste au-dessus d'eux, les soldats ennemis pillent l'infirmerie. Les soldats nord-vietnamiens fouillaient l'infirmerie à la recherche de fournitures médicales ou d'alcool. Et marchaient à seulement quelques centimètres au-dessus de nos têtes. Nous sommes restés immobiles sans faire de bruit. Après quelques minutes interminables, les soldats nord-vietnamiens sortent enfin de l'infirmerie. L'abri souterrain est fait de béton et d'acier, ce qui empêche le feu de se propager. Les bérets verts doivent cependant endurer la fumée et la chaleur intense. Les grenades incendiaires n'ayant pas donné les résultats escomptés, le lieutenant Min ordonne à ses soldats de lancer des bombes lacrymogènes dans le bunker. Au cours de leur formation, les bérets verts sont régulièrement exposés au gaz lacrymogène. Mais dans le feu de l'action, ils doivent tout de même lutter pour garder leur sang-froid. Les soldats sud-vietnamiens sont quant à eux terrifiés, car c'est leur premier contact avec le gaz. Ceux qui n'avaient pas de masque ont dû se couvrir le visage avec leur bandeau et se coucher dans un coin pour respirer. Puis tout s'est calmé et nous avons entendu les soldats de l'ANV crier « Rendez-vous, ou nous ferons tout sauter et nous vous tuerons ». Les soldats sud-vietnamiens paniquent. Ils sortent du bunker et se rendent à l'ennemi.
Je ne sais pas trop ce qui s'est passé à l'extérieur. J'ai entendu des coups de feu, des gens discuter et des cris. Les Sud-Vietnamiens sont abattus. Des 8 bérets verts qui restent, l'un d'eux est gravement blessé et à peine conscient. Un autre a du mal à marcher. Les hommes refusent toutefois de se rendre. Nous n'en avions pas discuté au préalable, mais les 8 soldats qui avaient pris la décision de rester dans le bunker et de résister étaient tous américains. Les hommes sont résolus à se battre jusqu'à la fin. Le gaz lacrymogène se dissipe enfin. Quelqu'un à l'extérieur s'adresse alors à eux en anglais. Quelqu'un a demandé s'il y avait des gens dans le bunker. Un de nos soldats a répondu « oui ». Ensuite, il a voulu savoir si nous étions armés. Cela nous a tout de suite mis sur nos gardes. Ce n'était pas une question qui se posait. L'un de nous lui a alors répondu « bien sûr, descendez donc ». Cette réponse les a sans doute énervés, parce qu'une minute plus tard, ils ont commencé à lancer des grenades dans le bunker. Les grenades explosent les unes après les autres dans la petite pièce. Les soldats étouffent leurs cris tandis que leur chair est transpercée d'éclats. Il faut à tout prix éviter que l'ennemi sache combien d'hommes sont encore là. Nous étions dans une situation catastrophique. Nous avions perdu le contrôle du camp et la radio était défectueuse. Personne, je crois, ne pensait survivre jusqu'au matin. Sous l'infirmerie, le lieutenant Wilkins et le colonel Shangle renforcent leur position. Ils ne peuvent rien faire pour aider leurs coéquipiers. Les soldats prisonniers du bunker devront résister à la pluie de grenades jusqu'à l'aube. Le soleil se lève enfin. Le lieutenant Min et ses troupes ne semblent pas pressés de repartir. Ils ne sont pas parvenus à faire sortir les bérets verts du bunker. Ils bourrent le conduit d'aération de charge explosive C4. Cet explosif est 100 fois plus puissant que le TNT. Les bérets verts entendent l'ennemi travailler, mais ils ignorent ce qu'ils font. Il y avait un cliquetis étrange, comme si quelqu'un creusait un trou avec une barre de métal. J'ai cru qu'il réparait un char d'assaut à cause du bruit métallique. Ça a duré pendant des heures. Le puits d'aération est rempli de blocs de C4. L'explosion qui s'ensuit est dévastatrice. La déflagration nous a tous projetés de l'autre côté de la pièce. Les explosifs ont fait un trou dans le plafond du bunker. C'était incroyable. Sous le choc, la plupart des bérets verts sont assommés. L'explosion a fait plus de dommages que les blindés et les grenades réunies. Lorsque j'ai enfin ouvert les yeux, j'ai regardé autour de moi en me demandant où j'étais. J'avais été frappé à la tête et cela a dû provoquer une amnésie temporaire car je ne le savais plus. Quand j'ai aperçu le faisceau de lumière, je suis revenu à moi. Les soldats se remettent peu à peu du violent choc. Ils ont tous survécu à la déflagration. Le C4 a creusé un trou dans le plafond du bunker. La lumière leur permet de fouiller parmi les décombres. Ils cherchent des armes ou de l'équipement de communication qui aurait résisté à l'explosion. Il y avait des radios démolies, perforées, pleines d'éclats de métal. Nous en avons finalement trouvé une dans un état moins pitoyable. Nous y avons branché une longue antenne et j'ai obtenu un faible signal. La radio leur permet de contacter l'avant-poste de Old Langvey. Ils pourront ainsi communiquer avec les avions de contrôle aérien du secteur. La présence de batteries anti-aériennes et d'artillerie lourde nord-vietnamienne entre Khe Sanh et Langvey rend toute mission de sauvetage impossible.
On nous a dit que c'était un guet-apens. L'ANV nous gardait en vie pour attirer des secours. Nous n'étions que 8 et l'armée perdrait davantage de vie en nous envoyant des renforts. Les 8 bérets verts doivent se rendre à l'évidence. Les soldats de l'ANV ne sont pas sur le point de partir et les secours ne viendront pas. Seuls leurs confrères sur place ont une chance de les sauver. À l'aube, les sergents Allen et Ashley quittent Old Langvey accompagnés de soldats laotiens. Les conversations entre le bunker et l'avant-poste redonnent de l'espoir aux soldats piégés. J'ai reçu un appel du sergent Eugene Ashley. Il m'a dit qu'il était avec des Laotiens et qu'il tentait de venir à notre rescousse. Il nous a demandé de nous préparer à sortir car il comptait attirer les Nord-Vietnamiens vers lui. Ça nous a redonné de l'énergie. À notre grand soulagement, le sergent Ashley a bel et bien créé une diversion pour entraîner l'ennemi loin de nous. Nous n'étions plus leur unique cible. En route vers le camp, les 2 sergents et les Laotiens affrontent les soldats ennemis. Ils s'apprêtent à entrer dans le camp quand ils constatent que les Laotiens les ont désertés. Les 2 bérets verts battent en retraite sous une pluie de projectiles. Malgré le contretemps, les soldats du bunker s'accrochent en entendant le combat. J'entendais des coups de feu. On nous a dit « nous allons revenir ». Ashley retourne à l'avant-poste. Maintenant que le jour s'est levé, il peut demander des frappes aériennes sur Langvey. Les avions américains pilonnent l'ANV, mais les troupes nord-vietnamiennes refusent toujours de quitter le camp. Elles se mettent à l'abri. Le sergent Ashley ignore que le colonel Shangle et le lieutenant Wilkins sont cachés sous l'infirmerie. Ils ne sont protégés que par une mince feuille de contreplaqué. Le contreplaqué n'est pas une très bonne protection contre les types de munitions qu'ils utilisaient. En plus, il y avait plusieurs barils de chasse-moustiques à base de pétrole sur le côté du bâtiment. Nous avions peur qu'un projectile les atteigne et provoque une explosion. Nous avons donc décidé de quitter l'endroit. Les 2 hommes courent vers Old Langvey. Quant au sergent Thompson, il se trouve de l'autre côté du camp. Les soldats de l'ANV sont partout. Thompson tente de rejoindre le sergent Ashley. Nous avons tenté de nous rendre à l'avant-poste en contournant la colline, mais des pelotons de l'ANV occupaient tout le secteur. Nous avons bien vu que le sergent Ashley et les autres tentaient de se frayer un chemin jusqu'au bunker, mais nous n'avons pas pu les rejoindre à temps. Les Nord-Vietnamiens étaient beaucoup trop nombreux. Les sergents Ashley et Allen ont enfin une couverture aérienne. Ils en profitent pour lancer une deuxième contre-attaque. Comme Ashley a une femme et une petite fille, Allen insiste pour se mettre devant lui et le protéger. Je pensais à sa fillette. J'ai dit à Ashley qu'il vaudrait mieux qu'il reste derrière moi. Il avait la radio sur lui et il pourrait appeler une unité médicale si j'étais touché. Bien sûr, ce n'était qu'un prétexte. Je me suis baissé pour remplacer le chargeur de ma mitraillette et j'ai entendu le sifflement d'une balle frôler mon oreille. Je me suis retourné et boum, Ashley est tombé au sol. La balle l'avait atteint directement à la poitrine. Ma priorité n'était plus de secourir les soldats prisonniers du bunker, mais plutôt de sauver la vie de cet homme. Allen traîne son coéquipier hors de la ligne de tir. Il demande qu'on envoie une camionnette afin de reconduire le soldat blessé à l'avant-poste. De là, il pourra être évacué vers un hôpital militaire de campagne. Nous avons entendu des canons faire feu sur l'avant-poste. J'ignore s'ils provenaient de l'artillerie ou des chars d'assaut.
Mais soudainement, une explosion m'a propulsé dans les airs. Quand je suis retombé au sol, je me suis aperçu que le sergent Johnson était touché. Le conducteur est aussi atteint. Allen a maintenant 2 blessés sur les bras. Il ne peut qu'en sauver un. Le médecin doit prendre une décision difficile. Nous avons pour consigne de sauver la personne qui a les meilleures chances de survie. L'état du sergent Johnson est moins critique que celui de Ashley. Allen stabilise la respiration du conducteur. Quand il vérifie l'état d'Ashley, il est déjà trop tard. Mon regret le plus amer est de n'avoir pu sauver la vie de mon camarade. Cela me hante encore aujourd'hui. Le sacrifice du sergent Ashley porte un dur coup à ses coéquipiers prisonniers du bunker. Sans lui, Allen ne peut aller les secourir. Encore une fois, les bérets verts sont à la merci de l'ennemi. L'offensive du Tet prend de l'ampleur. Une flotte de bombardiers B-52 américains et d'avions de frappe est déployée à Khe Sanh. Ils bombardent l'ANV sans relâche, décimant les troupes d'invasion. À 10 km de là, une unité de blindés ennemis occupe toujours le camp américain de Lang Vei. 8 bérets verts sont prisonniers du bunker souterrain. Ils sont tous blessés, et l'état de certains d'entre eux est critique. Le général William Westmoreland se pose à Da Nang. Le commandant américain autorise le déploiement d'un soutien aérien à Lang Vei, ainsi que l'envoi d'hélicoptères d'évacuation de troupes. Le colonel Shangle et le lieutenant Wilkins atteignent finalement l'avant-poste. Le colonel commande alors des frappes aériennes sur Lang Vei. Il doit faire vite, car les hommes du bunker manquent de temps. Le lieutenant Longrear est à bout de force. J'en avais assez. Je ne pouvais plus attendre après eux, qu'ils aient un plan ou non. Nous n'allions pas sortir de là en vie. J'ai compté mes munitions, il me restait 19 balles. Je prévoyais sortir, tuer 18 hommes et garder la dernière balle pour moi. Je refusais d'être capturé. Les autres soldats décident de suivre le lieutenant Longrear. Ils vont se battre jusqu'à la mort. Ils avisent le colonel Shangle de leur décision. Shangle était un combattant exceptionnel. Il nous a dit d'attendre un peu avant de sortir. Il comptait demander aux avions de bombarder Lang Vei 3 fois d'affilée. Par la suite, les avions continueraient de survoler le camp, mais sans faire feu. Malgré leurs blessures, les hommes devront courir jusqu'à l'avant-poste de Old Lang Vei à 1 kilomètre de distance. Bien que risquée, la tactique est leur unique chance de survie. Je désapprouvais ce plan. J'aurais préféré attendre l'obscurité. Ça demandait beaucoup de courage pour sortir, au milieu du tir des mitrailleuses, et franchir cette colline. Un appareil de la Seconde Guerre mondiale file vers Lang Vei. Le pilote de l'avion d'assaut A-1 vole en rase-motte et à basse vitesse, ce qui lui permet de tirer avec précision sur l'ennemi. L'avion bombarde et mitraille le camp à 3 reprises. Comme prévu, les soldats ennemis courent se réfugier. Les bérets verts se préparent à sortir du bunker. Leurs chances de franchir la colline sont minces. Les blessés graves ont besoin d'aide pour marcher. Malheureusement, Moreland a succombé à ses blessures. L'avion entame son premier survol, sans faire feu. Les bérets verts vont bientôt sortir. Le lieutenant Longrear prend la tête du peloton. Je cherchais les soldats ennemis sur le terrain,
lorsque j'ai entendu cet avion plonger. Les A1 sont très lents et volent à basse altitude. En levant les yeux, j'ai croisé le regard du pilote. Il m'a regardé et a fait basculer les ailes de son avion en me souriant. Ça m'a redonné espoir. Je n'étais pas encore condamné à mourir. Une occasion est tout ce dont les hommes ont besoin. Grâce à cette frappe aérienne, peu de soldats ennemis sont demeurés près du bunker. Le lieutenant Longrear couvre ses coéquipiers pendant qu'il se dirige vers Old Langvey. À l'avant-poste, Shangle les attend dans un camion. Les soldats se pressent pour atteindre le terrain d'atterrissage où des hélicoptères les attendent. Les troupes de l'ANV convergent à leur tour vers le terrain d'atterrissage. Le sergent Thompson fait tout ce qu'il peut pour atteindre l'hélicoptère, mais il est retenu par les Laotiens terrifiés. Ces derniers veulent être évacués, même si les hélicoptères sont pleins. L'équipe d'évacuation serait revenue chercher un Américain. Mais les Laotiens s'accrochaient à moi et ils auraient insisté pour monter à bord eux aussi. J'avais mal au dos et je n'ai pas pu me séparer d'eux. J'ai manqué l'hélicoptère de seulement 15 mètres. Le pilote lui offre de se poser à nouveau, mais le sergent Thompson refuse. Il est trop tard. Les soldats de l'ANV envahissent le terrain. Le sergent Thompson est capturé et emmené dans un camp de prisonniers nord-vietnamiens. Il y sera détenu pendant 5 ans, dont 2 en isolement, à penser aux amis qu'il a perdus à Langvey. Il y avait là quelques-uns des meilleurs soldats qu'il m'ait été donné de connaître. Cela a été un point tournant dans ma vie. C'est étrange, mais d'une certaine manière, je suis content d'y avoir été. Et je vais sûrement m'en rappeler pour le reste de mes jours. Les 2 camps ont payé cher la bataille de Langvey. Aucun homme sur cette colline n'a déserté. Nous étions 8 dans ce bunker, sans réel moyen de résistance. Nous avons survécu au gaz, aux grenades et aux charges de démolition. Nous avons persisté, car c'est dans notre nature. La détermination des bérets verts leur a sauvé la vie. Nous avons fait notre travail. On nous donne une tâche à accomplir et plus souvent qu'autrement, les conditions sont difficiles et stressantes. Nous avions un travail et il n'y avait aucun moyen d'y échapper. 7 des 24 bérets verts postés à Langvey sont tués ou manquent à l'appel. 3 autres sont emprisonnés. 14 soldats réussissent à prendre la fuite. Plus de 200 Sud-Vietnamiens et Laotiens sont morts au combat. « 37 000 Nord-Vietnamiens périront au cours de l'offensive du Tet. De ce nombre, plusieurs étaient des combattants d'élite ou des organisateurs politiques des Viet Cong.
De nombreux autres ont été blessés ou capturés. Ils ont compris qu'ils n'étaient pas de taille à affronter une armée de soldats professionnels, capables de surmonter leur peur. Ils n'ont pas pu vaincre l'esprit endurci du combattant professionnel. Les soldats américains qui ont combattu pendant l'offensive du Tet n'ont pas oublié la leçon apprise lors de l'invasion. Dans les forces spéciales, on dit qu'on ne peut réellement vivre qu'après avoir frôlé la mort. Tant qu'on est en sécurité, on ne peut pas apprécier la richesse d'une vie. Le danger vous apprend sa réelle valeur. Pour les bérets verts qui ont survécu à la bataille de Langve, la vie a pris tout son sens.